Au sommaire de ce journal, le gouvernement provincial de Kinshasa a démoli les maisons construites sur le cimetière de Kintsuka. Il est prévu de construire un marché moderne sur les lieux. On va parler aussi dans ce journal de Ebola, cette épidémie qui fait ravage en Ouganda. Déjà 24 cas de décès ont été signalés ce vendredi par le gouvernement ougandais. 19h33 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue et bonsoir. Le journal part de cette information en bref. Après avoir été successivement au Royaume-Uni et au Ghana, le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé ce vendredi en terre tanzanienne pour une visite d'État. Il entame ce dimanche ses activités officielles à Dar es Salaam. Les sources de la présidence de la République parlent d'un tête-à-tête que le chef de l'État congolais aura avec son homologue Samia Suluhu et des rencontres bilatérales. Construction anarchique à Kinshasa, comme promis, c'est vers la matinée de la journée de ce samedi que les autorités urbaines ont procédé à la démolition des bâtisses construites anarchiquement sur le cimetière de Kintsuka. Munis des engins, aucune parcelle n'est épargnée pour cette première phase. L'idéal est de construire un marché moderne dans cette partie de la capitale. Suivez. Démolition de toute construction anarchique dans l'enceinte du cimetière de Kintsuka à Mongafula a finalement eu lieu ce samedi 22 octobre. Les occupants de cette emprise de l'État congolais ont été avertis et avaient reçu un moratoire d'une semaine avant le déguerpissement. Sur place, l'autorité urbaine Jean-Tini Ngobila, accompagnée du commandant de la police provinciale de Kinshasa, Silvano Kasongo, ont procédé pour cette première phase à la démolition de maisons se trouvant derrière le terrain avant de toucher celle du Macadam. Alors, lors de mon dernier passage, j'avais promis que je passerai ici pour passer à la démolition de toutes ces constructions anarchiques. Nous avons commencé aujourd'hui et cette opération va continuer durant tout le mois d'octobre. On va même continuer. Ça va aller même au-delà du mois d'octobre on va continuer les opérations jusqu'au mois de novembre. Aucune indemnisation ne sera accordée aux victimes, a dit le gouverneur de la ville. Il a par ailleurs indiqué qu'après ces travaux de démolition, un marché moderne y sera construit, ainsi que des installations sportives. Alors ici, les chefs coutumiers, en complicité avec certaines personnes, ont vendu les terrains où étaient enterrés beaucoup de Congolais qui sont morts depuis les années 70. On ne pouvait pas accepter cela. D'où nous sommes venus aujourd'hui pour démolir toutes ces constructions anarchiques et nous allons le faire sans indemnisation. C'est-à-dire que les gens qui auront perdu leur maison, leurs bicoques ne seront pas indemnisés. Plusieurs victimes venues solliciter auprès du gouverneur une exonération. Malheureusement, dit-on, Douralex Sedlex, la loi est dure, mince est la loi. Jean-Tini Ngobila n'a donc pas répondu favorablement à cette demande. Pour rappel, ce cimetière a été créé en 1976 et fermé en 2015 faute d'espace. Il mesure 15 hectares et n'a donc pas été désaffecté jusque-là. Cette opération devrait s'étendre dans d'autres cimetières victimes de spoliation et de profanation. On va parler de la gestion publique dans ce journal. La clôture du séminaire de renforcement des capacités à l'attention des agents et cadres du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC en sigle, ce service rattaché à la primature. Le directeur du cabinet du Premier ministre qui a clôturé les travaux a appelé l'ensemble du personnel de ce bureau de coordination à travailler pour aider à l'avancement de l'État congolais. Suivez ce récit. De renforcement des capacités des cadres, experts et agents du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC en sigle qui a pris fin ce vendredi avait été lancé le lundi 17 octobre par le directeur de cabinet du Premier ministre Gaspard Ngondankoy.
Elle s'est essentiellement apaisantie sur l'approfondissement des connaissances en matière de fonctionnement de l'administration et de la fonction publique en RDC, mais aussi du contrat sino-congolais. Ce bureau de coordination est devenu l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de toutes les conventions de collaboration qui existent et qui existeront entre l'État congolais et tous ses partenaires privés au-delà du contrat chinois. Cette agence, qui a été voulue comme un établissement public sous la tutelle du Premier ministre, devient donc du coup une personne juridique autonome qui va gérer toutes ces conventions de collaboration entre notre État et les partenaires privés. Le directeur de cabinet de Samalou Kondé a appelé les bénéficiaires de cette session de formation d'aller plus loin pour comprendre aussi tous les contrats qui lient la RDC et ses partenaires. Après ce séminaire, je vous exhorte à aller encore plus loin que ça et à comprendre les différents contrats qui vont arriver. Le problème qu'il faut appréhender, c'est que l'État, dans son souci de maximisation des recettes, l'État recourt de plus en plus maintenant au partenariat public-privé pour mobiliser les recettes, pour réaliser des travaux. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, le chef de l'État ait voulu qu'il y ait tout un établissement public qui va gérer ce genre de contrat. Le personnel du BCPSC ont pris la résolution de transformer toutes les connaissances acquises à des actions concrètes. L'heure du discours doit maintenant laisser place aux actes de terrain dans le suivi et contrôle de l'application de tous les partenariats publics-privés de la RDC par cette agence. La RDC a enregistré des performances économiques avec un taux de croissance de près de 7% en 2022, a annoncé le ministre des Finances Nicolas Kazadi au cours d'une conférence tenue récemment à l'Institut français des relations internationales à Paris, en France, à côté de son homologue Patrick Mouyaya. Afin de renforcer la résilience du pays, le gouvernement prévoit en 2023 un accroissement de 45,8% de crédits alloués aux investissements. Commentaire de Dieudonné Boinali. La République démocratique du Congo a enregistré des performances économiques avec un taux de croissance de près de 7% en 2022, a annoncé le ministre des Finances Nicolas Kazadi au cours d'une conférence tenue jeudi à l'Institut français des relations internationales à Paris en France, à côté de son collègue Patrick Mouyaya. La RDC a enregistré des performances économiques avec près de 7% de croissance cette année. Afin de renforcer la résilience du pays, le gouvernement prévoit en 2023 un accroissement de 45,8% des crédits alloués aux investissements dédiés notamment à la diversification et à la transformation de l'économie. Cette planification repose sur deux piliers majeurs que sont le secteur minier et l'agriculture, a confirmé l'argentier congolais. Le pays entreprend aussi un programme de réforme des finances publiques fondé sur la transparence, la digitalisation, l'efficacité et l'efficience dans la dépense, a-t-il soutenu devant les participants à cette conférence placée sous le thème « République démocratique du Congo, les solutions du présent pour préparer l'avenir ». À présent, signature du protocole d'accord entre le BCECO et l'OVD ce vendredi, représenté par leurs directeurs généraux Jean-Mabi Moulumba et Victor Ntomba. Ces deux établissements ont établi une nouvelle collaboration pour la réhabilitation de 78 km de la voirie de la ville de Kananga. Ce protocole porte sur les modalités de collaboration et de répartition des compétences dans la mise en œuvre, le suivi, le contrôle, mais aussi la surveillance des travaux. Jojo Moulamba pour le reportage. Le protocole d'accord signé entre le BCECO et l'OVD est axé sur la réhabilitation et la modernisation de 78 km de la voirie de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Il porte sur les modalités de collaboration et de répartition de compétences dans la mise en œuvre, suivi, contrôle et surveillance de travaux. Et pour nous, c'est aussi un honneur de faire participer une structure nationale dans la reconstruction de ces pays. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est pas le dernier protocole d'accord que nous allons décider. Nous en aurons d'autres, mais le plus important pour nous, c'est un cadre qui nous permet de travailler et qui garantit les rôles des uns et des autres. Je souhaite plein succès à ce cadre de collaboration. Nous sommes là pour faire avancer.
Merci. La signature de ces protocoles d'accord est l'aboutissement de discussions entre experts du BCECO et de l'OVD qui permet de mettre en place un cadre de collaboration clair et transparent. Les échanges ont eu lieu entre les experts et aujourd'hui c'est l'aboutissement de ces échanges. Pourquoi je dis ça? Parce que cela nous permet de mettre un cadre de collaboration avec le BCECO et je suis sûr et convaincu qu'on ne s'arrêtera pas seulement pour la ville de Kananga. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et nous pensons que cette collaboration va s'étendre dans d'autres projets. Pour rappel, les travaux de réhabilitation et modernisation de voirie de Kananga ont été lancés par le président Félix Tshisekedi au début du mois de septembre 2022. En politique, la classe politique congolaise va compter désormais dans ses rangs un nouvel acteur, et pas le moindre. Il s'agit là du parti politique Agissons pour la République arabe, et ayant comme symbole cet oiseau appelé Colibri. Son initiateur, le ministre d'État Guy Luando, est revenu sur les raisons fondamentales de la création de ce parti dans une interview qu'il a accordée à certains journalistes congolais, que vous suivrez l'intégralité à 20h sur Géopolis Télévision. Mais avant d'en arriver, suivez cet extrait. Après avoir observé la situation politique, sociale, économique, financière de mon pays, j'ai vu que les défis étaient énormes. Mais face à ces défis énormes, qu'est-ce que je fais? Je croise les bras, je ne dis rien. Je me suis quand même rappelé qu'il y a une légende très riche. La légende dit que les colibris ont vu le feu, les animaux, même les lions, ils sont partis. Les lions, les léopards, tous ces gros les animaux, même l'éléphant, il est parti. Et le petit oiseau a regardé, dit, est-ce que moi aussi je dois partir? Je vais laisser notre forêt, notre pays. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il a dit, qu'est-ce qui peut éteindre le feu? C'est comme la sauce à rep aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut mettre fin à la situation? Pas à 100%, mais qu'on sente quand même ce désir d'appartenir à cette nation. Colibri a volé doucement, parce qu'il vole très lentement. Et il est allé, il a dit, pour éteindre le feu, il faut de l'eau. Mais il faut une bonne quantité de l'eau. Et il est descendu dans l'eau, il a pris la quantité de l'eau dont sa bouche peut contenir. Mais c'est très petit. Cette eau-là, il n'a pas bu ça parce qu'il avait chaud à cause de la chaleur. Mais il a pris cette eau-là, il est revenu vers là où il y avait le problème pour tout le monde. Il a commencé à jeter l'eau. Il faisait des tours. Il allait, il revenait. Il allait, il revenait. Et il y a un autre, un fainéant qui était à ses côtés. Allez, arrêtez ça, Colibri. Attends, tu exagères, toi. Comme on dit dans les langues, c'est quand même des paroles touchantes. Si le Colibri n'était pas dans une symbolique d'engagement, il allait abandonner et partir. Le Colibri n'a pas écouté. C'est comme ça, dans la politique, même quand il y a des critiques, il faut être au-dessus de ça. Ne te décourage pas. C'est comme ça, il ne faut pas répondre aux insultes. Le Colibri a dit, moi, je fais ma part. Comme je l'ai dit, vous suivrez l'intégralité de cette émission à 20h sur Géopolis Télévision. La commune de Lemba immortalise ses fils et filles, mais aussi et surtout ces notables qui ont contribué, mais aussi ceux-là qui continuent à contribuer à son évolution positive. Les derniers en date, c'est Jean Baudin Mayo et Igo Tanzambi, cet entrepreneur qui a déjà passé de vie à trépas. Désormais, 2 avenues dans cette municipalité porteront leur nom. 2 avenues porteront leur nom. Le dévoilement des panneaux a été effectué ce vendredi en présence de l'ex-VPM du budget et d'autres notables de cette commune. Suivez le reportage de Patricia Mabungu. C'était une surprise pour l'honorable Baudouin Mayo que de vivre cet acte posé par le bourgmestre de la commune de Lemba, Jean Tsaka, et son adjoint Richard Wawa le vendredi 21 octobre. Il s'agit d'un acte de reconnaissance à ces 2 notables qui ont contribué au développement du Mont-en-Bas en général et de Lemba en particulier, à savoir Jean Baudouin Mayo et Hugo Tanzambi. Désormais, cette municipalité possède une avenue dénommée Baudouin Mayo et une autre Hugo Tanzambi. Jean Saka, le bourgmestre de Lemba, explique le concept. Avant, vous avez vu, nous avons lancé, débaptisé et ouvert le panneau d'indication de l'avenue Hugo Tanzambi. On s'est dit, pourquoi pas immortaliser de son vivant celui par qui la commune de Lemba a aujourd'hui des panneaux. La direction que vous voyez là, qui commence de Rukozizi jusqu'à Miaou, cette direction n'avait pas de nom, cette avenue. Et nous avons passé la débaptiser ce jour
avenue Mayo. L'ancien vice-premier ministre Jean Baudin Mayo, très satisfait, n'a pas tari des mots pour décrire ce geste posé à son endroit. En baptisant cette avenue, avenue Jean Baudin Mayo, merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Je demande à mes frères et sœurs de l'EMBA de protéger, de garder ces panneaux indicatifs des avenues. On va continuer avec l'aide de Dieu jusque plus loin dans la commune de Yéba. Notons que plusieurs notables de Moamba étaient présents dans cette cérémonie sobre mais riche en symboles consacrée au dévoilement de panneaux indiquant le nom de l'avenue Mayo. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Maintenant, la place est faite à la page internationale. L'actualité au-delà de nos frontières nous emmène en Ouganda où le virus Ebola prend une nouvelle vitesse. Les autorités de ce pays affirment la mort de 24 autres nouvelles personnes et près de 80 autres qui manifestent déjà les signes de contraction de cette épidémie. Ils ont été placés en quarantaine en attendant le résultat des examens. C'est une annonce faite ce vendredi par le gouvernement ougandais. Un mois après que l'Ouganda a déclaré l'épidémie d'Ebola, les autorités annoncent la mort de 24 nouvelles personnes dans le district central de Mubende. Plus de 80 personnes ont été placées en quarantaine obligatoire dans différents centres d'isolement. Elles resteront sous surveillance pendant 21 jours, la durée estimée de la période d'incubation. Selon les autorités, aucun cas d'Ebola n'aurait pour l'heure atteint la capitale. Nous avions 3 objectifs. Le premier était de nous assurer qu'aucun cas ne quitte les districts principalement touchés par l'épidémie pour rejoindre d'autres parties du pays. Et je veux croire que jusqu'à présent, vous ne nous avez pas entendu parler de cas provenant de ces zones ayant pu arriver à Kampala ou sa périphérie. Mais cela ne veut pas dire que les cas contacts précédents ne peuvent pas se révéler positifs. Nous les surveillons. L'Ouganda a connu plusieurs épidémies d'Ebola, dont la dernière en 2019. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin contre la souche soudanaise du virus qui sévit en ce moment dans le pays, mais les choses semblent évoluer dans le bon sens. Nous avons 2 vaccins candidats qui sont prêts à être testés. Le vaccin Oxford du Royaume-Uni et le vaccin Sabine des États-Unis. À l'heure actuelle, nos protocoles sont prêts. Ils ont été examinés par le Conseil national des sciences et les équipes qui vont manipuler les vaccins, ce que nous appelons des groupes de recherche, car nous voulons aussi obtenir des informations. Ces équipes sont prêtes, tout comme ce qui est nécessaire en termes de chaîne de froid pour recevoir les vaccins. Le 15 octobre dernier, pour freiner la dissémination du virus, le président ougandais avait ordonné le confinement des districts de Mubende et Kassanda avec interdiction des déplacements, couvre-feu et fermeture des lieux accueillant du public. On va quitter Kampala pour parler un tout petit peu de Abidjan où il y a eu la rencontre des membres de l'Organisation internationale du cacao, ICECO, en sigle, qui a donné lieu à l'adoption d'un nouvel accord international sur le cacao. Cette nouvelle loi invite à favoriser un revenu vital pour les producteurs de cacao avec une préférence à des prix rémunérateurs pour atteindre la durabilité économique. Edouard Funda. Le marché mondial du cacao connaît un nouvel essor avec l'adoption d'un nouvel accord international. Cette loi soutenue par l'Organisation internationale du cacao vise à favoriser un revenu vital pour les producteurs de cacao tout en multipliant les efforts de protection de la biodiversité. À en croire Michel Arion, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, le plus important sans doute est d'abord d'avoir fait les liens entre l'organisation et l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est-à-dire inscrire cette organisation dans le cadre global mondial de la durabilité et deuxièmement d'inscrire parmi les objectifs qu'elle se fixe la question de l'amélioration du revenu des producteurs de cacao et en particulier les prix du cacao.
La demande croissante de fèves de cacao des pays occidentaux a eu pour conséquence d'aggraver la déforestation en Côte d'Ivoire et au Ghana, les deux grands producteurs mondiaux. Avec 2 millions de tonnes par an, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de fèves de cacao, soit 45% de la production mondiale. Avec cette nouvelle loi, l'Organisation internationale du cacao entend multiplier les efforts de protection de la biodiversité. Le cacao est une source de revenus importante pour les millions de personnes. Comme l'indique la direction exécutive de l'ICCO, il faut intégrer le coût du cacao et les traduire par des coûts plus élevés, mais aussi des bénéfices plus élevés afin de stabiliser les tissus sociaux. L'accord devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2024. Une fois que le nombre requis des pays membres exportateurs et importateurs auront approuvé les modifications. Voilà, c'est avec cette information sur le cacao à Abidjan que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Démolition des maisons construites anarchiquement à Kinshasa, construites sur le cimetière de Kintuka à Kinshasa. Le gouvernement de la province de Kinshasa prévoit de construire un marché moderne sur le lieu. Et puis on a parlé aussi dans ce journal de Ebola, cette épidémie qui fait ravage en Ouganda. 24 cas de décès ont été signalés ce vendredi par le gouvernement ougandais. Merci d'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolice Télévision.